J'avais 15 ans. Vivre, survivre, revivre, d'Élie Buzyn. Lu par Hervé Carrasco. Pour Saga Egmont. À mes parents, mes frères et sœurs, à mes enfants et petits-enfants. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude à Hetty, mon épouse, pour ses encouragements et l'aide précieuse qu'elle a su apporter à la formulation de ce témoignage. Mais avant tout pour sa sollicitude depuis plus d'un demi-siècle à partager les affres de ma difficile reconstruction. Avant-propos. Le projet de témoigner sur mon vécu de la déportation n'est pas fortuit. Il s'est imposé au fur et à mesure de mes fréquentes interventions dans différents lieux, en particulier auprès de scolaires et d'étudiants. En outre, le fait d'accompagner des groupes à Auschwitz depuis plus de 10 ans a joué un grand rôle dans ma prise de conscience de l'utilité d'un témoignage écrit. Le fait aussi que, ces dernières années, certaines voix de mes camarades de déportation se sont tues. D'évidence, je devais contribuer à laisser une trace de ma propre expérience d'enfant et d'adolescent exposé à la barbarie nazie. Expérience qui est aussi celle de toutes les victimes muettes de cette même barbarie. Et cela, avant que ma propre voix ne soit plus audible à son tour. Car il va de soi qu'il n'existera bientôt plus d'anciens déportés vivants pour témoigner devant les nouvelles générations. Je dois reconnaître que des pressions amicales ne sont pas étrangères à ma décision d'apporter mon témoignage personnel à l'expérience douloureuse qui lie les rescapés entre eux. Ajouter ma propre contribution aux traces écrites déjà existantes sur notre calvaire m'est finalement apparu comme un nécessaire devoir de mémoire envers les suppliciés de toutes origines. Me soustraire à la responsabilité qui m'incombait de témoigner, c'était en quelque sorte faire preuve de déloyauté envers tous nos disparus, connus ou anonymes. Le bourreau tue toujours 2 fois, la 2e fois par le silence, dit Elie Wiesel. Je revendique donc de n'être qu'une voix parmi tant d'autres, toutes ayant le même statut et la même valeur de témoignage historique incontestable qui touche l'humain dans son essence même. À cela s'ajoute une approche de mon métier, la médecine, et, en particulier, de l'éthique dans ma pratique de la chirurgie, en lien étroit avec des expériences physiques douloureuses dont j'ai eu la chance de sortir, à Auschwitz et à Buchenwald, grâce à des gestes d'humanité insoupçonnables dans un tel contexte. Il m'est ainsi apparu essentiel de compléter ce témoignage douloureux par une référence à la résilience qui m'a permis de me reconstruire sur le plan personnel et professionnel, c'est-à-dire de donner un nouveau sens à ma vie. Cette victoire sur l'adversité représente pour moi l'échec total du projet des nazis de nous éliminer. Un tel projet si monstrueux de déshumanisation et d'extermination qui a coûté la vie à 6 millions de juifs, dont 1,5 million d'enfants, sans compter les très nombreuses victimes tziganes, les opposants au système nazi, les asociaux, les témoins de Jéhovah, les homosexuels, les handicapés et les malades mentaux, tous innocents, mérite l'implication de tous les témoins qui souhaitent s'exprimer. C'est mon cas, et je veux insister sur le fait que le mal étant difficile à éradiquer de l'espèce humaine, nous devons rester vigilants à ce que les régimes totalitaires fondés sur l'exclusion, quelle qu'elle soit, ne se reproduisent plus. Oublier le passé revient à encourager sa répétition dans l'avenir. C'est le sens primordial que je souhaite inspirer à mes lecteurs. Je les remercie à l'avance pour leur implication à transmettre ce message aux générations qui leur succéderont. Prologue. Ce n'était pas mon destin, mais c'est moi qui l'ai vécu jusqu'au bout. Imre Kertész. Mes pieds martèlent le sol. Par foulée régulière, mes jambes avalent le tracé plat et gris de la route. Une rumeur. Des acclamations du public massées tout au long du parcours m'accompagnent. J'ai 77 ans. Je relais la flamme pour les Jeux olympiques d'hiver de Turin. Qu'il est à la fois loin et toujours présent le temps où j'ai bien cru perdre ses pieds gelés au cours de la marche de la mort d'Auschwitz à Buchenwald, 61 ans plus tôt.
J'avais 16 ans, la taille d'un enfant de 13 et l'expérience d'un adulte. En août 1944, lorsque le ghetto de Lodz a été liquidé, nous avons dû partir, mes parents, ma sœur et moi, pour un voyage de 3 jours en wagon à bestiaux, direction Auschwitz-Birkenau. À la sortie du train, nous avons été définitivement séparés. J'avais 15 ans, et je serais mort comme les autres enfants de mon âge si, sur la rampe de sélection, un déporté ne m'avait soufflé de prétendre que j'avais 17 ans. Grâce à lui, j'ai obtenu mon passeport pour la survie, le numéro qui m'a été tatoué en caractères énormes sur mon bras d'enfant. Mes parents, eux, n'ont pas eu cette chance. « Tu dois tout faire pour rester en vie », m'avait dit ma mère le jour de ma bar mitzvah dans le ghetto, moins de 2 ans plus tôt. Lorsqu'est venu ce temps de la survie, ce sont ces mots qui m'ont permis de ne pas flancher durant l'interminable hiver qui a suivi. J'avais 15 ans et quantité de frontières à franchir pour construire une vie sur ce champ de ruines. Revivre. Pendant 50 ans, j'ai effectué cette traversée des mondes, celle de la sous-nutrition et de la mort, celle du danger permanent jusqu'à la réparation des vivants, à travers mon choix de devenir chirurgien orthopédiste, celle de la désagrégation de mon univers et de la disparition de mes parents, à celle de la construction de ma famille, lorsque j'ai rencontré mon épouse et que je suis devenu père à mon tour. Durant ces 50 ans, il m'a été impossible de raconter, jusqu'à ce que mon fils formule le souhait d'aller à Auschwitz sur les lieux de l'assassinat de ses grands-parents paternels et que je comprenne que je n'avais pas d'autre choix que de l'accompagner. C'est lui qui avait raison. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je me confronte à tous ces fantômes et que je témoigne, car ne pas parler de ces millions de victimes, dont mes parents, revenait à les faire mourir une seconde fois. Désormais, je m'y rends 1 à 2 fois par an, avec des groupes, mais aussi et surtout avec mes enfants et mes petits-enfants, pour qu'ils soient à leur tour des témoins du témoin que je suis. Nous y allons ensemble lorsque chacun d'eux atteint l'âge de 15 ans. Première partie. Vivre. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Primo Levi. Je suis né à Lodz en 1929 dans une famille prospère, peu religieuse, mais imprégnée de culture juive. Je n'ai pas connu mon grand-père paternel, mort à 37 ans de tuberculose, qui m'a légué son nom et son prénom. Mon grand-père maternel, Enoch, originaire de Strykov, un petit bourg situé à 30 km de Lodz, était un Hasside très connu, issu de la dynastie de Gur. J'ai des photos représentant ce beau vieillard à la barbe fournie qui étudiait toute la journée la Guémara, assis dans le magasin qu'il tenait avec ma grand-mère, à la fois bazar et droguerie, où l'on trouvait de tout, du tissu aux épices en passant par la vaisselle ou les fouets pour les chevaux. Un jour, il m'a pris sur ses genoux et m'a montré la première page d'un très grand livre d'études du Talmud. Depuis 2 siècles, les chefs de famille successifs y consignaient à la main les naissances et les décès, avec les dates du calendrier hébraïque avant de les transmettre à l'état civil. Il m'a montré mon prénom à ma place de dernier de la famille. J'avais 5 ans et je savais déjà lire l'hébreu. Ma mère, Sarah, très présente, s'occupait de ses 3 enfants. Mon frère, Avram, qui, avec ses 11 années de plus que moi, jouait un peu le rôle de chef de la fratrie. Toba, ma sœur de 6 ans, mon aîné, et moi, le petit dernier. Maman nous choyait tous, mais j'étais le chouchou, gâté et entouré. J'ai reçu beaucoup d'amour, des provisions de force pour toute la vie. Douce et réservée, efficace, maman estimait que même en présence de personnel, nous devions participer à l'entretien de la maison en rangeant notre chambre. Elle avait d'ailleurs la réputation de particulièrement bien traiter ses employés. Des jeunes femmes qui se bousculaient pour travailler chez nous, puis, la plupart du temps, nous quittaient presque du jour au lendemain pour se marier. Je n'ai compris que plus tard la raison de ce défilé de fiancés. Dans la région,
Tout le monde savait que ma mère offrait leur trousseau de mariage, ce qui était loin d'être négligeable, à ses employés de maison. Nous, les enfants, l'aidions aussi à laver le linge. La fonction qui m'était dévolue consistait à faire tourner les soreuses, 2 rouleaux en caoutchouc à actionner à la manivelle entre lesquels passaient les draps. Puis, nous étendions le linge dans le grenier de la maison pour qu'il sèche. Petit dernier, je n'étais pas pour autant un modèle de sagesse et profitais, comme tous les gamins de mon âge, des dîners d'adultes pour multiplier les bêtises. Par exemple, je trouvais très drôle de me glisser sous la table et, abrité des regards par la nappe, de nouer les lacets des chaussures des invités avec ceux des membres de ma famille. Je me souviens aussi d'avoir un jour posé un traversin dans le couloir menant de la cuisine à la salle à manger pour faire chuter l'employé de maison qui portait précautionneusement la soupière. Cette fois, j'avais atteint les limites de l'indulgence de ma mère, qui m'a copieusement corrigé. Autant dire que je n'ai jamais recommencé. Femme de conviction, très engagée dans les actions humanitaires à travers la WIZO, Women's International Zionist Organization, en français, Organisation internationale des femmes sionistes, ma mère mettait en pratique ses valeurs morales et humaines auprès des plus pauvres. Bien que peu religieuse, elle respectait la tradition, la cacheroute et l'aumône. Elle était surtout consciente des réalités du monde juif, à une époque où les Juifs d'origine polonaise étaient chassés d'Allemagne et, totalement démunis, arrivaient en masse dans notre pays. Je me souviens d'ailleurs avoir perçu, dès 1933, une certaine agitation autour de moi. Je n'avais que 4 ans, mais je saisissais des bribes de conversation très inquiétantes à la suite de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Lorsque j'ai eu 6 ans, maman m'a assigné une mission particulière. La coutume voulait que le vendredi après-midi, à l'orée du Shabbat, on donne aux pauvres qui venaient demander la charité. Ceux-ci se présentaient généralement à la porte par petits groupes qui envoyaient des représentants auxquels j'étais chargé de distribuer les pièces de la coupelle bien remplies que me confiait ma mère. Un soir, derrière l'un des mendiants qui me sollicitait au nom d'un de ces groupes, j'ai reconnu certains visages que j'avais aperçus un peu plus tôt dans la journée. Tout fier d'avoir identifié des fraudeurs, je suis allé trouver ma mère qui m'a gentiment rabroué. « Ne t'occupe pas de cela. Ton rôle est de donner, et peu importe si tu donnes 2 ou 3 fois aux mêmes personnes. Si elles reviennent, c'est qu'elles en ont besoin. 2 ou 3 pièces de plus, de toute façon, ce n'est pas grand-chose. » Parfois, ma mère me demandait de céder ma chambre à des parents, des amis, ou même à des étrangers en déshérence, ces juifs chassés d'Allemagne nazie, qu'elle accueillait à la maison. J'allais alors dormir dans la chambre de ma sœur, jusqu'à ce que celle-ci se plaigne à ma mère que ses amies, juives comme polonaises, avec ces dernières il lui est arrivé de goûter au porc et de manger du pain à Pessa, s'intéressent moins à elle qu'à moi, l'adorable petit garçon. Maman a continué à offrir ma chambre à ceux qui en avaient besoin et, moi, j'ai dû migrer dans le séjour. Maman était très dévouée à sa famille restée à Strykov. Maman, dont nous ne pouvons, avec le recul du temps, qu'admirer la force et la subtilité de son souci d'autrui, l'humanité, la justesse de ses positions et de ses décisions. Sa compréhension d'un contexte historique complexe lui a ainsi permis d'aider son frère. En conflit avec sa famille pour avoir rejeté l'orthodoxie après son passage à la yeshiva, celui-ci vivait chez mes parents la semaine où il préparait seul son baccalauréat polonais, unique diplôme reconnu à l'étranger, et passait le Shabbat à Strykov. Militant au sein du Parti communiste, il avait une conscience aiguë du difficile devenir du monde juif en Pologne et savait que pour accomplir son désir de devenir médecin, il devait quitter le pays. Mes parents l'ont également compris et ont partiellement financé ses études de médecine en France, ce pays alors démocratique et ouvert. Pendant les vacances universitaires, à la demande de maman, il nous rendait visite. Lorsqu'il était à la maison, celle-ci le nourrissait et le traitait comme un fils. Je me rappelle encore les entendre parler polonais. Je me souviens aussi des dernières vacances que nous avons passées ensemble. C'était en 1939. J'étais à l'époque très lié à mon meilleur ami, Alexandre Pora, qui fréquentait la même école publique que moi.
Je le voyais souvent en dehors de la classe lorsqu'il rendait visite à sa tante qui habitait le même immeuble que nous. Comme nous le verrons plus loin, cette amitié s'est poursuivie quand nous nous sommes retrouvés parqués dans le ghetto de Łódź, dans la même situation de devoir protéger nos parents vivant dans une situation précaire et travailler à leur place. Il y a une dizaine d'années, lors d'une fête de l'OSE, œuvre de secours aux enfants, j'ai entendu une chanson qui a fait remonter à ma mémoire une scène qui y était profondément enfouie depuis bien longtemps. Un jour, mon frère nous avait réunis à l'occasion de l'anniversaire de notre mère. À un moment précis, il a allumé la radio et le speaker a annoncé « À l'attention de Sarah Buzyn de la part de son fils aîné ». Avram a alors pris maman dans ses bras et a dansé avec elle sur l'air de « Pour moi, tu es la plus belle ». Je revois le regard de ma mère valsant avec son fils, empli d'un tel bonheur qu'elle semblait rayonner. Chaque fois que j'y repense, les larmes me montent aux yeux. Contrairement à ma mère, qui représentait le centre de mon univers, je connaissais peu mon père, Yoshua Gershon, un industriel du textile dont les affaires absorbaient l'essentiel de son temps. Un jour, alors que j'avais 7 ou 8 ans, il a décidé de me montrer une partie de son activité entre 2 déplacements professionnels. Je suis resté bouche bée devant le respect que lui témoignaient ses collaborateurs. Ainsi, mon père était un homme important. En sortant, il m'a invité à déjeuner dans un restaurant chic. Sur le chemin du retour, il m'a offert une énorme glace dont il a lui-même choisi le parfum. C'était de la vanille. Ce goût ne m'a jamais quitté et reste, après toutes ces années, mon parfum préféré. Le samedi matin, mon père m'emmenait à la synagogue. Après l'office suivant la coutume, il conviait un pauvre à notre table et le traitait en invité d'honneur. Il le plaçait à sa droite, ne s'adressait qu'à lui, le valorisait et lui témoignait un tel intérêt que nous avions l'impression de ne plus exister. À la maison, nous pratiquions 3 langues, le polonais, le yiddish et l'hébreu. Chacun les comprenait toutes, mais maman s'adressait à moi en polonais, à mon père en yiddish et à mon frère en hébreu. Ce dernier était élève au lycée Isaac Katzenelson de Łódź, le seul établissement secondaire juif laïque et sioniste dont la première langue était l'hébreu et où l'on pouvait passer son bac en langue hébraïque. J'ai moi-même étudié à l'école du même nom qui préparait à ce lycée. Avram était un sioniste militant. Le matin, pour obéir à mon père, il mettait ses téphilines, mais, au lieu du livre de prière, il lisait le quotidien polonais, ce qui avait le don de mettre notre père en rage. En 1938, âgé de 20 ans, il est parti dans une exploitation agricole sioniste en Pologne pour préparer son voyage en Palestine. Ma mère en a été très affectée. Mon père a été le chercher et lui a fait renoncer à son projet en insistant sur le fait que son départ rendrait notre mère malade. Lorsqu'il sera fusillé devant nous, mon père, pensant qu'en le ramenant à la maison il avait été la cause de sa mort, ne cessera de répéter « J'ai tué mon fils ». En novembre 1939, Łódź s'est incorporé au Reich. Ses synagogues sont incendiées. Chaim Rumkowski, abject personnage, fonctionnaire autocrate et mégalomane, roi des Juifs autoproclamé, au point qu'il fera imprimer des billets à son effigie, est placé à la tête des autorités juives du ghetto, de la police, et devient, à ce titre, la courroie de transmission des ordres de la SS. Le 8 février 1940, un décret oblige les Juifs à se regrouper dans le quartier de Baluti, l'un des plus misérables et insalubres de la ville. Certaines familles quittent d'elles-mêmes leur domicile et très vite, celles qui ne l'ont pas fait doivent s'y plier sous la contrainte. Nous vivions alors dans l'artère principale de la ville, une élégante avenue, sorte de Champs-Élysées locaux, où le tramway passait dans l'après-midi. Le 7 mars 1940, les nazis ont débarqué dans tous les appartements occupés par des Juifs et nous ont rassemblés dans la cour d'un immeuble voisin. Nous devions être 300. Sans manteau, dans le froid. Le SS qui conduisait l'action a fait un petit discours de 30 secondes, expliquant en substance que nous devions obtempérer sous peine de mort.
À titre d'exemple, il a pris au hasard dans la foule 3 jeunes gens, dont mon frère âgé de 22 ans, et les a froidement fait abattre sous nos yeux. Puis, sans même nous laisser remonter chez nous, ils nous ont embarqués de force et parqués dans un hangar pour la nuit avant de nous conduire au ghetto. Le lendemain matin, je n'ai pas reconnu ma mère. Dans la nuit, ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Elle n'avait que 42 ans. Je ne sais toujours pas comment il est possible de décrire le climat de violence et de meurtre de ce jeudi sanglant. Des cris, des chiens, un vacarme assourdissant, comme si le monde allait s'écrouler. Le ciel nous tombait sur la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.